BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Défi ETI, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine qui met la lumière sur les entreprises de taille intermédiaire, des entreprises qui sont au cœur des territoires. On ne se lasse pas de le dire, mais sont-elles pour autant uniquement françaises? Par nature, nos ETI ne sont-elles pas obligées de se définir au niveau de l'Europe pour croître, pour se développer, pour grandir? Une problématique que nous allons aborder avec Thierry Veil, le patron de Begelstein, sera notre grand témoin de la semaine. Sophie Streng de la Banque Palatine et Henri Bessas de Business France seront également avec nous pour nous livrer leurs analyses. Mais pour commencer, comme d'habitude, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Étienne Braque, bonjour. Bonjour David. Cette semaine, coup de projecteur sur la cybersécurité. Les entreprises ne seraient pas suffisamment préparées aux dangers du numérique. Alors qu'elles sont tous à risque, ces entreprises de la petite PME à la grande entreprise. On l'a encore vu ces derniers jours avec une attaque informatique du côté de chez Edenred. Et cette semaine, c'est le spécialiste de l'assurance BEC qui fait les comptes. Et donc seulement une ETI sur deux considère une cyberattaque comme un risque stratégique, alors que les risques sont nombreux. Ça va de paralyser un site internet à détruire presque totalement les systèmes informatiques d'une entreprise. Mais ces dirigeants, ils ont conscience de ces risques puisque seulement 32% des dirigeants d'ETI pensent que leur entreprise est préparée à une cyberattaque. Alors les attaques les plus courantes, bien souvent, c'est les malwares, les ransomware, c'est des virus qui vont bloquer votre ordinateur et vont vous demander de l'argent pour débloquer votre système informatique. Et puis le petit dernier virus, c'est ce qu'on appelle aussi la fraude aux présidences, un mail qui va être envoyé au service comptabilité en se faisant passer pour le patron de l'entreprise et qui va demander un virement dans les plus brefs délais, et parfois ça marche. Donc tout ça, c'est des risques qui sont bien présents dans ces entreprises. Alors par rapport à ces risques, BEC constate que les ETI ne sont pas préparées et surtout, elles ne prévoient pas d'embaucher des spécialistes qui sont dans ce secteur informatique, car soit bien souvent ils n'arrivent pas à trouver les profils, soit ça coûte trop cher par rapport à des petites PME ou par rapport à des ETI. Merci Étienne. Les ETI et l'Europe, quelle identité? On pose les bases de la discussion tout de suite. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et le focus de la semaine, on va le faire avec Sophie Streng. Bonjour, vous dirigez l'agence de Strasbourg de la Banque Palatine. Est-ce que l'Europe doit faire partie intégrante aujourd'hui d'une stratégie de développement pour une entreprise? Est-ce que le marché commun a bouleversé en fait la notion de marché domestique? Alors, je pense que les choses se sont faites tout naturellement. Aujourd'hui, une ETI évolue forcément sur le marché commun européen. C'est devenu son marché domestique en fait. Les dirigeants que l'on interroge et que l'on côtoie, pour eux c'est tout à fait naturel d'intervenir hors de France. La plupart du temps, ces ETI sont vraiment ancrés dans les territoires et souvent sont proches des frontières. Et pour eux, étendre leur terrain de jeu au-delà de la frontière française, c'est fait spontanément et naturellement. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 2/3 des ETI françaises font de l'export, sont à l'international, mais particulièrement en Europe. 60% d'entre elles interviennent en Europe, contrairement aux ETI allemandes qui, elles, sont très à l'international en dehors de l'Europe. Les ETI sont également très ancrés dans l'intervention et dans le développement de filiales à l'étranger. Plus de 12 000 filiales existent aujourd'hui à l'étranger par rapport à des Au global, c'est-à-dire ouais. Que toutes les ETI confondues, on compte 12 000 filiales à l'étranger. 12 000 filiales, ce qui est assez surprenant puisque les grands groupes en comptent 18 000 à peu près. Donc les ETI sont également très propices à se développer à l'étranger, mais plutôt en Europe, toujours particulièrement sur les pays limitrophes et en Europe. Est-ce que ces ETI sont mieux ou moins bien armés que les grands groupes pour s'adapter à cette donne européenne aujourd'hui? Alors vous le disiez, elles sont très présentes par leurs filiales, mais est-ce qu'elles ont l'agilité, le comportement qui leur permet de rentrer dans le bon standard européen? Alors, elles sont, je dirais pas mieux ou moins bien armées. Elles ont une approche différente, c'est-à-dire qu'elles interviennent à l'étranger
plutôt sur fonds propres, alors que de grands groupes interviennent avec des moyens financiers, une structuration, une organisation qui leur donne accès à des marchés plus importants. Les ETI françaises sont plus prudentes et donc plus lentes aussi à intervenir dans leur développement à l'étranger. Il n'y a pas de catégorie ETI sur le plan européen. Donc au niveau de l'Europe et de la Banque européenne d'investissement, elles ont du mal à accéder à des aides ou à des subventions ou à avoir du conseil. Et les petits coups de pouce nécessaires. Alors que les grandes entreprises y ont accès beaucoup plus facilement. On peut aussi faire une comparaison entre les ETI françaises et les ETI allemandes ou italiennes, qui elles sont beaucoup plus nombreuses. Et par rapport aux ETI allemandes, 3 fois plus d'ETI allemandes sont présentes à l'international, 2 fois plus d'ETI italiennes sont présentes à l'international. Donc c'est pas forcément dans leur culture, mais en termes d'agilité, en termes d'approche, c'est une approche beaucoup plus pérenne, beaucoup plus long-termiste. Au niveau de l'actionnariat, étant donné que ce sont souvent des entreprises qui sont actionnariat familial et patrimonial, les décisions se font beaucoup plus rapidement et ce sont des décisions de long terme. Il y a des partenariats qui se sont noués au fur et à mesure aussi du temps et qui sont sur l'étranger, avec d'autres entreprises à l'étranger. Et donc, je pense qu'elles ont une vraie agilité, mais elles n'osent pas. Voilà. Ces ETI qui se forgent une identité européenne, est-ce qu'elles ont besoin d'un accompagnement financier particulier ? Alors, pas forcément, parce que comme je vous le disais, elles ont l'habitude d'intervenir sur fonds propres, mais elles ont besoin d'être reconnues et d'être portées par l'Europe et par la France aussi, pour leur donner confiance et les accompagner vraiment de façon judicieuse et pertinente dans leur démarche à l'export et dans leur démarche à l'export en dehors de l'Europe. Et pour cela, il y a la BEI qui a mis en place à travers le plan Juncker des mesures financières importantes. On peut aujourd'hui constater que 18 milliards ont déjà été alloués au développement d'ETI françaises, mais dans une démarche plutôt innovante pour intervenir sur le plan de l'international et dans l'innovation. Et dans ce contexte-là, la BEI intervient aussi aux côtés de BPI France pour aider les entreprises, les ETI plus particulièrement. Il y a une enveloppe de 500 millions qui a été attribuée en 2018 au développement des ETI innovantes pour accélérer leur croissance. Parce que en fait, on en vient toujours au même propos, mais ce sont vraiment les ETI françaises qui sont le vivier de la croissance et qui vont permettre d'avoir un vrai impact sur les emplois, de porter l'innovation et le rayonnement de la France aussi en Europe et à l'étranger. L'Europe, c'est son territoire. Thierry Weil est le cofondateur de Begelstein, un groupe qui revendique plus de 100 magasins après moins de 10 ans d'expérience seulement. Basé à Strasbourg, l'enseigne a débordé des frontières pour partir à la conquête de la Belgique, du Luxembourg. Dans son collimateur désormais, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas. Récit d'une success story franco-européenne, du coup, avec Étienne Braque. Le bagel, Begelstein en a fait son métier. En 8 ans, l'entreprise a ouvert plus de 100 restaurants, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique ou encore en Allemagne. Pour accélérer son développement, l'entreprise a très vite fait appel à la franchise. L'autre recette du succès, c'est une communication décalée et surtout des produits frais et faits maison. Le TI fabrique en un des ingrédients de ses bagels dans ses 3 sites de production. Un nombre qui devrait grossir dans les prochains mois. Le marché de la restauration rapide est en pleine mutation. En France, c'est plus de 300 millions de bagels qui ont été écoulés, contre 350 millions de kebabs en 2018. Et Thierry Weil, le patron de Begelstein, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, en tant qu'entrepreneur, vous vous sentez français ou européen ? Je me sens français avec des ambitions européennes. Et on a commencé en France tout naturellement. Devant le succès de la marque, on a commencé à s'interroger sur
sur l'Europe, et on s'est dit que les gens qui aimaient nos produits et qui étaient à l'intérieur des frontières, peut-être qu'il y avait des gens à l'extérieur de nos frontières qui pouvaient aussi apprécier nos produits, notre humour et notre esprit décalé. Alors du coup, ça veut dire que l'Europe, c'était pas un objectif dès le début, dès la création de Begelstein? Non, ça n'a pas été un objectif dès le début, mais on a ouvert nos premières boutiques à Strasbourg, ville parlementaire européenne par définition, et on s'est retrouvé très vite débordé par des gens qui disaient mais c'est génial, moi je vais en ouvrir un à Lisbonne, à Amsterdam, à Londres, à Bruxelles, et très vite on a injecté la dimension européenne dans notre réflexion et dans nos ambitions de croissance. Une réflexion européenne qui est également une ambition européenne. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que vous fixez des paliers? Jusqu'où est-ce que vous voulez aller? Alors au début, on s'est dit, il n'y a pas de limite, c'est la Terre entière notre limite. On va attendre avant d'aller sur Mars. Mais très vite, on a aussi été prudent et on s'est dit, commençons par l'Europe, parce que on a découvert et on a réalisé très vite que aller ouvrir dans d'autres pays européens, c'est aussi une aventure. Alors, aller encore au-delà, aller au Japon, aller en Inde, aller en Afrique du Sud, c'est une autre aventure. Donc, on a décidé, et notre actionnaire nous y a aidé, à faire les choses pas à pas, et commençons par ce qui est au-delà de nos frontières et qui est déjà un énorme challenge. Parce que aller en Allemagne, aller en Belgique, aller au Luxembourg, on pourrait dire c'est simple. Les États-Unis d'Europe ont encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir se fédérer. On va revenir sur ces freins au développement européen d'une entreprise de taille intermédiaire. On va d'abord dire bonjour à Henri Baissas. Vous êtes le directeur général délégué de Business France, où vous êtes en charge de la direction du réseau France. Business France, on va le rappeler très vite, c'est une structure qui aide les entreprises, notamment à se projeter à l'international. L'Europe, pour une ETI, c'est une notion incontournable quand on met en place une stratégie de développement aujourd'hui? Vous savez, j'ai envie de dire, pour une ETI, c'est un peu comme un club de football. Très très vite, lorsqu'on grandit, il y a forcément une ambition européenne. Et même plus qu'ambition européenne, il y a l'ambition de la Ligue 1 à la Ligue des Champions. La Champions League. Et puis après, une fois qu'on a la Champions League, il y a l'ambition de la gagner. Voilà. Pourquoi? Parce que, et c'est certainement le témoignage effectivement qu'on aura, c'est que le ballon va plus vite, mais du coup, en termes de pratique, il y a aussi un enseignement qui permet d'être plus fort sur son marché national. Parce qu'un des premiers obstacles en fait au développement en Europe, c'est tout simplement la concurrence. Et c'est la capacité de s'adapter au marché. Pour s'étendre en Europe, est-ce que la taille des ETI, j'ai déjà posé la question tout à l'heure à Sophie Streng, est-ce que la taille des ETI est un avantage? Est-ce que c'est un frein? Oui, c'est un avantage. C'est un avantage. Il y a vraiment 3 grands avantages. C'est le triptyque gagnant des ETI. C'est, je dirais d'abord le temps. Parce que il y a une vision, il y a une ambition, et puis c'est incarné par un dirigeant. Et ça, c'est rare. Et ça, c'est l'ETI. Bon, ça, c'est vraiment la première dimension. La dimension taille aussi, parce que il faut du sucre lent pour se développer à l'international. C'est ce que vous faites, c'est ce que fait effectivement BPI France. Nous on amène aussi la boussole. Il y a le carburant, il y a la boussole pour se repérer sur les marchés. Mais voilà, on sait qu'il y a un temps de l'investissement avant de récolter en fait là les fruits. Et puis le troisième pilier, c'est le pilier de l'innovation. Et c'est pas un hasard si vraiment les ETI sont je crois il y a 3 ETI sur 5 qui déposent des brevets, c'est un des cœurs de l'innovation française. Est lié en fait aux ETI, parce que l'innovation, ça peut être un ton décalé, ça peut être des nouveaux produits, ça peut être des tas de choses. C'est pas que du numérique en tant que tel, mais l'innovation, c'est le gage d'une différenciation et c'est le gage d'arriver à trouver son positionnement. Et les ETI arrivent en fait souvent à développer des positionnements de niche qui demandent une capacité à avoir ce temps et aussi cette capacité d'innovation. Thierry Veil, est-ce que vous avez l'impression que cette identité européenne de votre entreprise, les pouvoirs publics vous donnent les moyens de la forger? Je viens d'apprendre, et je vais devoir y aller pour aller les chercher, qu'il y avait 18 milliards qui m'attendaient. Il y a un vivier d'ETI qui demande qu'à aller en Europe, mais on est quand même les parents pauvres du développement européen. Notre force, c'est notre flexibilité, notre souplesse, notre agilité, notre capacité à pouvoir réagir rapidement. Mais il y a des organismes qui font un travail extraordinaire, Business France, BPI. C'est assez structuré, parfois un peu trop par rapport à nos besoins et à notre temps de réactivité par rapport à des marchés. Mais
Donc on doit beaucoup se débrouiller par nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Je viens de découvrir cette semaine que j'avais une copie conforme d'une de mes boutiques à Vérone, en Italie. Comment je fais pour protéger ça? Comment je fais pour aller plus loin et protéger les investissements de mes futurs partenaires italiens qui se retrouvent avec un concurrent qui n'est pas un concurrent? Donc c'est un exemple, mais c'est très compliqué quand on est une petite structure d'avoir à gérer ce genre de problème. Henri Baïssa, je vous vois réagir. Oui, parce que enfin, il y a vraiment une demande, et on est à l'écoute effectivement de cette demande, qui est une demande de simplicité. C'est que il y a un soutien, voilà, à l'international qui paraissait très divers. Il se trouve que pour tout ce qui est protection, il y a l'INPI qui fait vraiment effectivement un job, mais on sent bien qu'il y a un besoin, il y a une attente en fait des entrepreneurs d'avoir ces expressions du fameux guichet unique, en fait, d'avoir un interlocuteur qui puisse porter l'ensemble des solutions du dispositif export. Et miracle, vous l'avez rêvé, nous l'avons fait, et c'est précisément en fait, voilà, ma fonction actuellement, c'est le déploiement de ce qu'on appelle la Team France Export, et c'est une alliance des opérateurs. C'est tout neuf, ça. Hein. C'est tout neuf. C'est vraiment. C'est du début de cette année. C'est l'alliance des chambres de commerce, de Business France et de BPI France, des solutions d'accompagnement et des solutions de financement pour mettre en place en fait un seul et même dispositif, avec derrière ce dispositif deux clés d'entrée. Une clé d'entrée qui est une clé d'entrée d'abord humaine, parce que pour des ETI, il faut en fait un contact, et un contact de proximité dans le terrain. C'est 240 personnes qui sont déployées sur le terrain pour les PME et les ETI, et spécifiquement pour les ETI, c'est 40 chargés d'affaires internationaux qui ont été déployés dans les directions régionales de BPI France. On en parlait tout à l'heure. Il y a par exemple Louis Malatré, qui est le CAI en fait à Strasbourg, et qui est là justement pour aider une société comme Magenstein, et pour, au-delà même des solutions qu'on porte nous, c'est pouvoir dire, là il y a une problématique de protection de la marque avec l'INPI, là il y a une problématique avec les douanes, il y a des solutions et des acteurs du privé qui peuvent amener voilà, telle réponse à vos besoins. Oui. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la solution numérique. On a lancé teamfranceexport.fr. C'est notre plateforme, mais c'est plus qu'une plateforme. C'est une plateforme qui est dédiée par région, parce que vous savez que ce sont les régions qui ont maintenant le fait économique. C'est elles qui ont la responsabilité de porter en fait les politiques de soutien. Et donc on a développé en fait cette plateforme-là en leur donnant les clés en fait à chacune des régions. Et c'est pas une plateforme nationale, ce sont 12 plateformes régionales aux couleurs des régions et intégrant tous les dispositifs régionaux. Sophie Streng, je vais m'adresser à la partenaire financière et bancaire des ETI que vous côtoyez au quotidien en tant que directrice de l'agence de Strasbourg. Vous les accompagnez comment? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être écrit dans le marbre, cette identité européenne? Est-ce que vous avez l'impression que pour les patrons d'entreprises, c'est quelque chose qui doit se construire au fur et à mesure, comme une stratégie, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement inné et de toute façon il va falloir y aller? Alors bien évidemment, sur des ETI un peu structurés, il y a une vraie stratégie de développement à l'international qui on a un exemple sur plusieurs années, parce que ça demande des moyens, ça demande d'avoir une vraie vision et une démarche structurée. Nous, en tant que accompagnants sur le plan financier, on intervient aussi un petit peu parfois en essayant d'aider les dirigeants à prendre de la hauteur, à prendre du recul, parce que bien souvent ils ont plein d'envie, plein d'ambition. Du jour au lendemain, il y a des opportunités qui se présentent. Après, il y a un petit peu le rôle du banquier aussi, des fois. D'être la voix de la raison. Un peu la voix de la raison. Un peu du mini-cricket. Il faut structurer, il faut s'organiser, il faut voir quelles sont les priorités, comment est-ce que on s'y prend, etc. Ça passe par le financement de croissance externe, parce qu'il y a beaucoup d'opérations de croissance externe pour s'ancrer sur le continent européen. Alors effectivement, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui de croissance externe en dehors de la France. Force est de constater que le nombre de croissance externe d'ETI françaises qui sont réalisées en Allemagne, pour la première fois, sont plus importantes que l'inverse. Ah. Donc ce qui est assez, c'est une tendance, assez symptomatique, effectivement. Lourde.
C'est une tendance parce qu'en Allemagne, comme vous le savez, les ETI sont parfois vieillissantes. La démographie fait que il n'y a pas forcément de succession et contrairement à ce que souhaitent souvent les familles à la tête de certaines ETI du Mittelstand, il y a aussi, il commence à y avoir des opportunités pour intégrer, reprendre des ETI allemandes. Alors, tout à l'heure, Thierry Veil, vous parliez de freins à l'installation dans des pays européens. C'est quoi? C'est des gaps culturels, c'est ça? Il y a différentes choses. C'est pas une aventure simple. Moi, j'habite à Strasbourg, qui est à 200 mètres de l'Allemagne, et la manière de consommer d'un côté ou de l'autre du Rhin est totalement différente. En Allemagne, ils ont l'habitude de consommer des sandwichs salés dès 8h du matin, et ils vont en prendre à 8h, à 10h, à 14h, à 16h, à 18h, mais beaucoup plus petits, et donc moins cher. Et alors qu'on est à 200 mètres de là où est né Begelstein, la manière de manger des produits Begelstein est complètement différente. Après, la manière de rire, la manière de communiquer, qui est un axe fort chez nous, elle est aussi très différente. Nos blagues qu'on a sur nos murs du type « la vie est trop courte pour apprendre l'allemand », ou quand j'ai entendu Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. On va dire que ça passera mal. Ça passera mal. Donc il y a une vraie différence culturelle. Quand on arrive en Belgique, on n'avait pas d'offre végane. L'offre végane est complètement indispensable à Bruxelles. Et donc, et parfois, ce qu'on adapte pour les pays étrangers reviennent en France et nécessitent des réadaptations. Donc c'est ce que disait Henri Baïssa tout à l'heure, oui. Mais la plus grande difficulté quand on va dans un autre pays, pour nous, ça n'a pas été forcément d'identifier le produit et le gap culturel, de trouver les locaux, d'adapter l'offre. On a tout ça, et quand on arrive, il faut ouvrir un compte en banque. Et ouvrir un compte en banque à Bruxelles quand on est français, c'est 6 mois de travail. Vous êtes d'accord avec ça? C'est des difficultés, Sophie Streng? Alors, pour y remédier, aujourd'hui, beaucoup d'établissements bancaires essayent de développer aussi des desks internationaux. Nous, à Strasbourg, par exemple, on a un desk allemand qui permet d'accompagner nos ETI en Allemagne, mais aussi de travailler avec des ETI allemandes qui s'implantent en France ou qui ont des filiales en France. Et donc, cette notion de transfrontalière est vraiment importante, à l'identique avec la Belgique, avec le Luxembourg. Ça permet d'avoir un guichet unique dans le centre d'affaires qui est habituellement le centre d'affaires du dirigeant, et pour permettre de l'accompagner de façon efficiente aussi à l'étranger. Henri Baïssas, le credo, ça va être ça dans les années qui viennent, c'est-à-dire simplification, simplification, simplification. Ça va être ça la tendance pour les ETI qui veulent s'ancrer en Europe. Oui, enfin, sa simplification, et puis vraiment, voilà, être le bras armé de la réussite. On a quand même une solution qui est issue du génie français, qui s'appelle le VIE, le Volontariat International d'Entreprise, qui est comme tout, c'est jamais la solution miracle, mais c'est quand même un très très bel atout pour se doter d'une ressource en fait internationale, parce que je sais, dans votre émission, c'est souvent quelque chose qui revient, c'est que on a une des clés du développement qui est l'identification des bonnes ressources, c'est de capter les bons talents en tant que tels. Et là, on est sur la guerre des talents. Et la capacité, via le VIE, à envoyer en fait un jeune jusqu'à 2 ans en fait à l'international pour une mission, c'est vraiment du gagnant-gagnant. On a 8 entreprises sur 10 qui utilisent du VIE, des ETI, qui réussissent la mission et leur objectif de développement commercial qu'ils avaient assigné en fait à leur ETI. Donc voilà. Ça donne des résultats très probants. Un outil qui pourrait vous intéresser brièvement. Que nous avons déjà testé et avec grand succès. Un outil souple, flexible, qui permet de faire matcher les besoins de l'entreprise à l'ambition d'un jeune. Alors c'est quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui permet de bien travailler sur le terrain. Merci à Henri Baïssas, merci à Sophie Streng. Défi ETI, c'est bientôt terminé, mais on ne se quitte pas avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Et Thierry Veil, c'est votre carte blanche. Une petite minute pour nous donner un conseil que vous aimeriez délivrer à ces entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie de connaître la même réussite que vous. Alors, j'ai pas prétention à donner des leçons, mais un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une vision et qui va devoir porter sa vision malgré. Pourquoi malgré? Parce que il va en permanence avoir
autour de lui des personnes qui vont lui expliquer pourquoi ça va être compliqué, pourquoi ça ne peut pas marcher et pourquoi il ferait mieux de faire autrement. Et il faut qu'il ait une vision qui lui permette de traverser à travers tout ça. Ça se fait en général pas seul. Il faut un partenaire, et idéalement un partenaire bancaire. Et c'est vrai qu'il y a des banques qui le font mieux que d'autres et qui comprennent mieux les ETI que certaines banques de réseau. Pas de nom. Pas de nom qui commence par P. Mais c'est pas une phrase de moi, mais je pense que c'est résumé en une chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas attendre que le soleil revienne, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et il va pleuvoir. Merci Thierry Veil, merci pour ce dernier mot. Merci encore à Sophie Streng de la Banque Palatine. Mes remerciements également à Henri Baissas de l'agence Business France. Défi ETI, c'est fini. La semaine prochaine, on se retrouve le mardi 10 décembre pour une émission spéciale en direct à partir de 19h30. Soyez au rendez-vous pour la cérémonie des grands prix des ETI sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.